Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Parfait Nangmo qui est ingénieur, de Franck Thiongem qui est doctorant en mécanique et de notre éditorialiste Jean-François Akanji. L'Éthiopie veut attirer 1 million de touristes en 2017 et devenir la destination africaine numéro 5. Le ministère éthiopien de la Culture et du Tourisme espère par ailleurs 29,8 milliards de dollars de revenus touristiques cette année. Il n'y a pas que l'agriculture et les domaines industriels qui profitent à l'Éthiopie. La croissance du secteur touristique a sensiblement réduit la dépendance du pays à l'agriculture ces dernières années. Les explications dans ce sujet d'Ibrahima Adumaba. Pour la saison touristique 2017, les autorités éthiopiennes comptent atteindre 1 million de touristes. C'est le ministre du Tourisme qui l'a fait savoir le 16 février à Addis Abeba. Plusieurs mesures d'accompagnement seront prises pour atteindre cet objectif, alors que le tourisme est le troisième pourvoyeur de la croissance économique du pays. Le pays est à la recherche d'un changement qui portera le secteur touristique à un niveau supérieur localement et à l'échelle internationale pour que l'Éthiopie figure parmi les 5 principales destinations africaines. Nous sommes également en train d'intégrer la technologie dans l'industrie touristique. En plus de l'objectif d'1 million de touristes, le ministère éthiopien du Tourisme veut porter les recettes touristiques de l'État à 29,8 milliards de dollars à la fin de l'année 2017. Ethiopian Airlines, compagnie aérienne la plus dynamique d'Afrique, reste l'un des atouts sur lesquels l'Éthiopie compte s'appuyer pour booster son tourisme. C'est une décision stratégique de la part du gouvernement éthiopien, surtout que le secteur agricole ne rapporte plus comme il rapportait avec la sécheresse, le changement climatique. L'Éthiopie aussi, dans les 10 dernières années, a investi énormément dans le secteur hôtelier. Par conséquent, tous les touristes qui seraient intéressés à aller en Éthiopie, ils auront un logement accessible. Le gouvernement compte sur le secteur touristique pour diversifier davantage son économie. La croissance de l'industrie touristique a entraîné une réduction de la dépendance de l'Éthiopie au secteur agricole, son principal secteur économique. Jean-François, l'Éthiopie regorge quand même de ressources naturelles très attractives. Est-ce que vous y croyez, vous, à l'atteinte de cet objectif, 1 million de touristes pour 2017 ? Je n'ai aucune donnée pour confirmer ou infirmer, mais je trouve que c'est un objectif vertueux dès lors qu'il ne s'agit pas de tout miser sur le tourisme et que l'agriculture n'est pas lâchée au profit du tourisme. L'Éthiopie est un pays qui est bourré de ressources naturelles, vous l'avez dit, mais l'Éthiopie c'est aussi un pays très beau, très riche de par son territoire, ses paysages, y compris par son histoire. Mais qui sont ces touristes qui viennent en Éthiopie ? Depuis très longtemps, vous savez, même à l'époque de la colonisation, l'Éthiopie ayant été le seul pays qui n'a pas été colonisé en Afrique, oui. Même à l'époque de la colonisation, l'Éthiopie accueillait des touristes. Vous savez que, notamment quand on parle du religieux, l'Éthiopie est une terre assez considérable de ce point de vue-là. Vous avez des vestiges qui intéressent toutes les religions. L'Éthiopie est un pays qui, de ce point de vue-là, est extrêmement riche et n'a pas seulement à offrir un tourisme de masse où on va à la mer, on va dorer sa pilule sur la plage, etc. On peut faire du tourisme utile, du tourisme touristique, du tourisme religieux. Est-ce que ce tourisme attirerait les Africains, tout simplement ? Il faut changer les mentalités. Déjà, chez nous, quand on prend des vacances et qu'on dit allons boire un tout petit peu là-bas, c'est très difficile. Mais c'est pas reluisant pour les autres de dire qu'on est allé en vacances. À la décharge des Africains, dans le reportage, ils ont dit quelque chose qui me paraissait très très important. C'est la mise en place des infrastructures hôtelières, l'accès au net, etc. Il se trouve que dans nos pays, nous n'avons pas développé beaucoup ça. Des infrastructures pour accueillir. Si ces infrastructures arrivent, nous sommes tous des Africains ici, non ? Absolument. On peut faire un test. Moi, j'irai en Éthiopie. Vous irez en Éthiopie, voilà. Monsieur Nangmo, est-ce que vous irez en Éthiopie ? Tout à fait. Déjà, moi, je suis passionné de safari.
Donc je pense qu'ici à l'Occident, les Occidentaux sont plus tournés vers le safari en Arabie Saoudite, à Dubaï et tout. Mais je pense que là, l'Éthiopie, comme on vient de voir, ils ont des ressources naturelles, ils ont tout un parc qui peut être attractif pour les Occidentaux. Beaucoup de monuments historiques, une église médiévale, ils ont beaucoup de choses. Monsieur Thiogem, est-ce que vous pensez, vous, que le tourisme intra-africain est peut-être une solution pour dynamiser le tourisme en Éthiopie? Bien sûr. D'ailleurs, moi, j'ai, n'est-ce pas, une anecdote selon laquelle je me rappelle quand on était tout petit et qu'on allait rendre visite à la grand-mère au village, et bien, on marchait dans les champs. En fait, on faisait de la randonnée. Quand on s'est rendu compte qu'on faisait en fait des choses intéressantes. Non, je pense que l'Éthiopie, en plus de ce qui a été dit, a un atout qui est leur compagnie aérienne. Et j'ai également fait une expérience, n'est-ce pas, qui est de me connecter sur le site du ministère du Tourisme de l'Éthiopie. Et on peut se rendre compte que rien qu'à partir du site Internet, on peut avoir des illustrations sur les différents monuments, les monuments de référence, les monuments classés par d'un patrimoine. Donc une bonne sensibilisation alors. Exactement. Donc je pense que c'est des éléments, si le ministère de la Culture en Éthiopie a plafonné l'atteinte de ce budget-là, je pense qu'ils ont essayé de mettre l'accent sur les différents éléments, les différents leviers sur lesquels ils peuvent actionner pour améliorer l'attractivité touristique. En tout cas, moi aussi, je veux y aller en Éthiopie, pour compléter. On va parler à présent du Nigeria qui envisage un emprunt d'environ 2,3 milliards de dollars auprès de la Banque mondiale et de la Chine. Les données peu reluisantes de l'économie du pays obligent le gouvernement à se tourner vers des investissements extérieurs. Explication de Clément Joël Soala. Le Nigeria prévoit d'emprunter près d'1 milliard de dollars à la Banque mondiale et 1,3 milliard de dollars à la Banque chinoise d'import-export China Exim Bank pour financer des projets ferroviaires. La ministre des Finances, Kemi Adoessun, a par ailleurs affirmé le 21 février la possibilité d'un autre prêt avec la Banque mondiale pour financer le secteur de l'énergie électrique. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a atteint en 2017 un déficit budgétaire record de 23,17 milliards. À l'instar des autres pays africain producteur de pétrole, l'économie nigériane a été durement touchée par la chute des cours mondiaux du pétrole. Le pays est obligé de recourir à des prêts pour juguler les conséquences de la crise et financer ses projets internes. Le Nigeria aujourd'hui connaît une croissance entre moins 2% et 1,5%. Avec une population de 177 millions d'habitants, le Nigeria avait un PIB qui était largement important. Mais ce qu'il faut connaître dans la situation du Nigeria, c'est un pays qui est mono-exportateur. Quand il y a un différentiel de $1 par baril, c'est à peu près 225 millions de dollars qu'on perd. Donc, comme vous pouvez imaginer qu'on soit passé de $100 le baril à 40 à 50 $, vous pouvez largement imaginer la perte que le Nigeria a conçue. Le Nigeria bénéficiera d'un autre prêt de 400 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Cette somme est la deuxième tranche d'un prêt de 1 milliard de dollars déjà versé à 60%. La BAD a conditionné le versement de la deuxième tranche par la mise en œuvre de réformes économiques. C'est le pays quand même où la croissance est inclusive. Il y a énormément d'hommes d'affaires nigérians qui sont des fers de lance dans leur économie. Il y a beaucoup de banques nigérianes. Donc, je pense que le problème, c'est pas les moyens qui leur manquent. Il faut maintenant qu'ils arrivent à avoir une meilleure gouvernance. Selon le FMI, le PIB du Nigeria draine 70% de ses revenus et environ 90% de ses recettes d'exportation du pétrole. Ce PIB a connu une baisse de 1,7% en 2016. En 2017, le FMI prévoit une croissance de 0,8% de l'économie nigériane. Jean-François, le Nigeria envisage donc un emprunt d'environ 2 milliards auprès de la Chine et de la Banque mondiale. Est-ce un choix finalement indéniable pour le pays? D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a aucun pays dans le monde, notamment les pays développés, qui ne finance son développement et son économie de façon intégralement endogène.
tous les pays s'endettent. Et les plus endettés d'entre eux, ce sont précisément ceux dans lesquels nous sommes ici, c'est-à-dire les pays occidentaux, les États-Unis, etc. Donc ce n'est pas une tare que de s'endetter et donc d'emprunter. Il faut emprunter raisonnablement, il faut avoir des objectifs clairs, précis, et une utilisation qui en est. Bon, il se trouve que le Nigeria est dans une situation où il y a nécessité, pour deux raisons dont l'une a été évoquée dans le reportage, c'est la baisse du cours du pétrole, mais on sous-estime et on ne met pas suffisamment en avant les pertes économiques, de nature économique, du fait de Boko Haram au Nigeria, parce que dans tout le nord du Nigeria, pendant pratiquement une décennie, les activités ont fonctionné au ralenti et un État ne peut pas se développer dans ces conditions-là, sauf de façon assez erratique, comme on l'a vu ces années précédentes. Donc il y a nécessité à le faire. Le Nigeria va emprunter. Moi, j'aurais eu un commentaire à faire si on avait su les conditions dans lesquelles le Nigeria emprunte, le taux auquel il emprunte, pardon ? 60% si je ne me trompe pas. Non, c'était une tranche. Il y avait une tranche de 60% qui a été déjà versée et il reste 40% qui vont être versés, mais le taux... Le taux d'endettement, on ne le connaît pas, mais voilà. Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que le Nigeria a refusé la main tendue récemment du FMI, qui lui a proposé, un prêt, et que la ministre des Finances a refusé. Est-ce que vous pensez que c'était Et je ne jetterai pas la choix? pierre, à la ministre des Finances du Nigeria. Si elle était là, je lui offrirais volontiers des fleurs. Parce que le FMI n'a pas fini avec sa tendance qui date des années 70 à venir considérer en Afrique que nous sommes des petits élèves dont il faut taper les petits doigts, avec ce qui n'est autre chose que des programmes d'ajustement structurel dont les noms ont changé depuis. Je ne suis pas persuadé que le FMI soit la meilleure manière d'avancer sur ce chemin-là, d'autant plus que dans le cas du Nigeria, les conditions qui sont posées par le FMI sont déjà des lignes de politique inscrites par le président Buhari, la lutte contre la corruption, contre le gaspillage, la meilleure organisation de l'économie et de l'administration. Il faut donner du temps au temps, mais je trouve que ce gouvernement est plutôt sur une pente vertueuse. Il faut qu'il se donne les moyens d'avancer encore plus. On va justement continuer de parler du Nigeria avec notre chiffre du jour qui correspond à 20 000 comptes bancaires associés à des banques de dépôt appartenant au gouvernement fédéral ont été fermés depuis l'ouverture du compte unique de trésorerie au Nigeria. Le TSA a permis de réduire les détournements de fonds publics et aussi les prêts non régulés aux ministères, départements et agences du gouvernement. On en parlait à l'instant de cette corruption. Jean-François, on lutte clairement ici contre la corruption au Nigeria. Est-ce que ce mécanisme bancaire de réunir finalement tous les comptes de l'État au sein du Trésor, au sein de la trésorerie au Nigeria, est-ce que c'est une solution, une piste louable pour le pays? C'est une solution qui est choisie par la plupart des pays, et en particulier par les pays qui sont les mieux gérés. C'est la solution qui a été choisie. Ça permet une meilleure maîtrise. Mais c'est un peu tard alors pour le Nigeria. Pourquoi l'avoir fait maintenant? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si on considère que parce que les autres n'ont pas bien fait, continuons dans la même voie qu'eux, on ne s'en sortira jamais. Moi, en tout cas, je dis bravo. Et voilà la preuve qu'il n'y a pas besoin du FMI pour pouvoir mettre en œuvre des réformes structurelles. Qu'est-ce que vous pensez de cette lutte mise en place au Nigeria, notamment vis-à-vis de la corruption, Monsieur Nangam? Je pense, comme le disait notre éditorialiste, c'est une belle initiative qui doit être saluée. En ce sens que ça permettra au Nigeria de consolider tous ses comptes dans un compte unique, compte de l'État. Et là, le Nigeria pourra activer les leviers qui vont bien pour essayer de réduire les ficelles de la corruption. Donc si tous les pays africains menaient cette initiative, franchement, je pense que le taux de corruption serait bien réduit en Afrique. Monsieur Thiongam, est-ce que vous avez une solution miracle pour cette lutte contre la corruption? Je pense que la solution miracle, à mon avis, n'existe pas. Mais je crois que l'ensemble des éléments qui sont mis en marche pour lutter contre la corruption, s'ils sont, n'est-ce pas, conduits avec efficacité et efficience, conduiront forcément à ce que ce phénomène puisse être réduit.
Merci pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce lundi sera consacré au transfert d'argent de plus en plus connecté en Afrique. Merci à Parfait Nongmo, ingénieur, d'avoir participé à cette émission. Merci également à Franck Thiongem d'avoir participé à notre émission. Et enfin, merci à vous, Jean-François Akandi. Diarra, c'était un plaisir comme d'habitude. Je salue tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et que nous allons remercier. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'Africa Newsroom. A tout de suite, restez sur nos programmes.